bienvenue dans le Legal Club Sandwich. C'est l'épisode 53, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance évidemment détendue. C'est le mardi, tous les 15 jours et c'est en direct. J'insiste sur le direct parce que contrairement aux autres podcasts, vous nous voyez, nous sommes tous les 4 sur le plateau et on est ravis de vous retrouver. Au programme, des invités exceptionnels, des sujets juridiques inédits et le tout dans un esprit léger pour se vider la tête pendant la pause déj, n'est-ce pas Pierre? Absolument. Je m'appelle Lyndia Le Sauvage, je suis coach et formatrice en prise de parole en public. J'accompagne mes clients à trouver et ciseler une communication qui leur ressemble. Également coach en process comme modèle, j'accompagne les équipes pour améliorer leur communication, que ce soit en interne et en externe. Et j'ai la chance de beaucoup travailler dans le milieu juridique avec des directeurs juridiques. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et pour la 5e saison, je ne sais plus. Audrey? Sixième. Merci beaucoup. Et oui. Alors, justement, vous voyez on est beaucoup plus fort à plusieurs. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagnée de 2 chroniqueurs exceptionnels que sont Audrey Deléris et Monsieur Pierre Landy, ici présent. Alors Audrey est manager au sein du cabinet de recrutement juridique et fiscal FedLegal. Elle y accompagne des sociétés de l'industrie et des services, notamment dans la tech. Elle est également cofondatrice de Fleet Network, le réseau des juristes en start-up et dans la tech. Ils sont plus de 550 aujourd'hui. Un grand succès. Bravo Audrey. Et Audrey, justement, comment vas-tu? Je vais très bien. Je n'attendais pas que tu nous dises bravo. Alors, je te remercie beaucoup et je ne suis pas seule pour animer ce beau réseau puisque Pierre, ici présent, évidemment, fait partie de ce beau projet. Écoute, je vais très bien. Merci. Ravie de vous retrouver tous les 3 et ravie de vous retrouver tous nos éditeurs. Et dis-moi, Audrey, quel est le sujet de ta chronique aujourd'hui? Je vais vous parler de fidélisation et d'attractivité des juristes. Gros sujet qui concerne les entreprises aujourd'hui. Tout un programme. Merci beaucoup, Audrey. Et notre ami Pierre, il est avocat au barreau de Paris. Il est passé par Disney, Yahoo, mais encore Ledger. Il est également cofondateur d'Enco, une alliance d'avocats représentant les 5 principaux marchés de l'IMIA. Pierre propose par ailleurs des services de mentoring juridique et d'accompagnement en leadership à destination des directeurs juridiques, notamment dans la tech. Pierre, comment vas-tu aujourd'hui? Mais écoute, je vais très bien, Lyndia. Il fait un temps magnifique. J'ai sorti ma plus belle chemise hawaïenne. Et ça, c'est le problème. Quand on écoute en podcast, en replay, on n'a pas l'image. Mais si vous aviez l'image aujourd'hui, vous verriez une de mes merveilleuses chemises hawaïennes. Et voilà, vous ne la verrez pas si vous nous écoutez uniquement. Mais imaginez-la, voilà, le côté Magnum, Hawaï, tout ça, on est dedans. Il est magnifique. Quel est le thème de ta chronique aujourd'hui, Pierre? Eh bien, je vais parler, tout le monde parle de ChatGPT, donc j'espère que vous connaissez tous cet outil incroyable d'intelligence artificielle et je vais donc parler intelligence artificielle et leadership. Super, merci, bravo. Je vous rappelle, chers auditeurs et spectateurs, téléspectateurs, soyons fous, vous avez tout à fait le droit de poser vos questions pendant tout le direct dans le chat et nous répondrons à vos questions en fin d'émission. Et c'est le moment tant attendu de vous présenter notre invitée du jour. C'est Anne-Sophie Jourdain. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à tous. Alors Anne-Sophie est directrice juridique et fiscale chez Auchan Retail International. Anne-Sophie, quel est le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui? Alors, nous allons échanger sur la partie M&A, enfin sur le thème M&A. À distance, voilà. Sommes-nous capables de faire du M&A à distance? Sommes-nous capables de faire du M&A à distance? Un sujet qui va nous intéresser, évidemment, tous. Peut-être qu'Anne-Sophie, on va démarrer l'émission par avoir ton parcours, ta présentation. Oui. Qui es-tu, Anne-Sophie? Alors, je suis juriste, tout va bien jusqu'ici. J'ai un parcours de plus de 20 ans en qualité de juriste senior, puis directrice juridique dans le monde du service. Et voilà, j'ai un parcours plutôt classique en droit des affaires et j'ai particulièrement fait beaucoup de M&A
durant ma carrière avec plus de 200 opérations au total. Voilà. Ah oui, 200 quand même. Oui, quelques-unes. C'est pas moi qui les ai comptées, c'est un cabinet externe pour une opération à un moment donné qui s'est amusé à comptabiliser l'ensemble des opérations que nous avions réalisées. Et c'est vrai que ce chiffre est astronomique, mais alors elles ne seront pas toutes énormes, hein, ces opérations, mais mais quand même. Bravo Anne-Sophie, bravo. Voilà. Et après, voilà, tout ce qui est droit des affaires, droit des contrats, IT, IP, etc., fiscalité, assurance. J'ai fait un peu de tout de manière assez classique. Voilà. Merci Anne-Sophie. Alors, ma première question, pourquoi en est-on arrivé à faire du M&A à distance? Alors, pourquoi? Mais tout simplement à cause du Covid. C'est vrai que les temps ont changé. À cause du Covid, nous avons transformé nos manières de travailler et nous en sommes arrivés à faire des négociations à distance, à ne plus pouvoir circuler, notamment dans certains pays, notamment en Asie. Car je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a encore quelques mois de cela, nous devions rester 30 jours dans un hôtel enfermé avant de pouvoir sortir dans certains pays pour mener à bien certaines négos. Donc, nous avons dû les faire complètement à distance. Très bien. Pierre, je crois que tu avais une question pour la suite. Absolument, et je rigole. Je rigole parce que j'ai perdu mes notes. Donc, si quelqu'un peut la poser, je suis perdu dans mes notes. Donc, vas-y. Mais c'est la joie du direct. C'est la joie du direct. Est-ce qu'Anne-Sophie, tu peux nous parler de la phase préparatoire en fait d'un deal? Parce qu'à distance, du coup, je pense que ceux qui ont fait du M&A voient comment ça se passe. Mais quand tout le monde, et notamment toi, tu es passé à distance, comment est-ce que les phases préparatoires se sont déroulées? Oui, alors il y a plusieurs étapes effectivement dans la négociation et la préparation d'un deal. En fait, on a toute la phase préparatoire avec nos équipes locales. Quand on fait du M&A au sein d'une direction juridique corporate, donc nous, on est en support de nos équipes locales. Nos équipes locales, donc on doit également les préparer, échanger avec elles, préparer la doc, préparer le contenu de notre, voilà, tout ce qui va constituer la négociation que nous aurons par la suite avec la contrepartie. Donc, tous les calls préparatoires avec nos équipes locales, déjà, ça, c'est une phase très importante. Et le fait de ne pas être avec nos collègues dans la même pièce et de ne pas pouvoir échanger complètement librement avec eux, déjà, on perd un peu de substance. Voilà. Quand tu parles des équipes locales, Anne-Sophie, c'est les équipes internationales finalement. C'est celles qui ne sont pas situées en France, Voilà. ou y compris celles en France éventuellement. Non, ça peut. Là, on est plus sur un deal avec un pays étranger. Donc, ce sont nos collègues qui sont basés dans la direction juridique ou direction générale de notre filiale dans un pays étranger dans lequel nous ne pouvons pas nous rendre. D'accord. Voilà. Donc, ça commence par là. Déjà, juste définir le cadre du deal avec nos collaborateurs internes qui sont situés à l'étranger. Et ça, déjà, c'est déjà une phase compliquée. Après, on a toute la partie data room en version électronique. Bon, ça, on est plutôt habitué. Par contre, il y a la partie Q&A. Donc là, toute la partie Q&A qui va se dérouler à distance avec nos équipes locales, avec nous, avec les contreparties, tout ça sans pouvoir réellement se parler dans une pièce ensemble, c'est beaucoup plus complexe et ça dure beaucoup plus longtemps en fait. En fait, c'est ça, on est vraiment sur des temps beaucoup, beaucoup plus longs que lorsqu'on se voit en présentiel. C'est un peu ce qui a changé la donne. Et justement, moi j'ai une question parce que par Teams, on peut se dire c'est plus rapide, justement. Tu fais des Teams, c'est plus rapide, chacun pose ses questions. Qu'est-ce qui prend plus de temps à distance? Alors, en fait, quand tu es à distance, tu échanges par mail, tu échanges en visio,
et tu vois pas plein de petites choses que tu peux voir et tu n'as pas ces petites discussions que tu peux avoir au café, que tu peux avoir, voilà, il n'y a pas tout ce off. Donc tout se fait soit par mail, soit par des calls en visio. Et du coup, quand tu peux ne pas sentir certaines petites choses qui sont en train de changer. Donc en fait, le temps de réaction est plus lent. Ce que tu pouvais déceler en one-to-one de manière immédiate, quasi immédiate, j'ai envie de dire, tu vas mettre 2 fois plus de temps, voire 1 ou 2 semaines à le déceler à travers des échanges visio ou email. Ok. Et en fait, le temps pratiquement qu'on gagnait avec la due diligence en ligne, où finalement ça c'était assez cool parce que tu peux faire glisser les documents électroniques, etc. Donc ça, tu dis génial, c'est un point positif. On gagne du temps. En fait, on le perd totalement quelque part avec ce que tu décris. Exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il faut garder évidemment tout ce qui est data room électronique, etc. parce que c'est hyper utile, c'est sécurisé, on a tous les documents au même endroit, enfin, c'est beaucoup plus facile d'accès, etc. Les sessions Q&A, effectivement, avec ces listes de questions qui arrivent, mais à un moment donné, c'est quand même super important de se parler, de se faire une réunion et d'avoir le ressenti de la discussion. Parler, Anne-Sophie, me semble d'écran noir, c'est-à-dire qu'ils Ah, n'allument pas on leurs t'entend pas, écrans. Lindia. Pardon? Ah, on ne Ouais, m'entend c'est bon, pas. c'est bon. C'est bon. Oui, tu parlais, Anne-Sophie, d'écran noir, il me semble. Tu veux dire qu'ils n'allument pas leurs écrans? Oui, alors dans la phase De négociation, tu veux dire de négociation avec la contrepartie, il nous est arrivé effectivement d'avoir plusieurs. Il faut se dire qu'on est très nombreux déjà. Quand tu fais une négo, tu as des financiers, tu as des avocats, tu as pourquoi pas des dirigeants. Enfin voilà, il y a plein de gens et tu as beaucoup de gens qui se mettent en écran noir. Sur la visio. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très déstabilisant parce qu'on ne voit pas tout ce body language qu'on peut voir en fait tout simplement quand tu fais n'importe quelle réunion en fait, tu vois comment actent enfin voilà les mimiques, les gestes, les sourires, etc. Eh bien dans une négociation effectivement à distance avec des écrans noirs, tu perds ça peut être l'agacement, tu perds voilà, la fatigue, tu la perds compréhension. voilà. Parce que c'est en anglais, j'imagine, en plus, Anne-Sophie, que ça se passe. Ah oui, c'est en anglais, oui, tout à Donc, fait. en plus, tu peux peut-être dire un truc ou tu ne trouves pas le bon mot parce que tu es fatigué, etc. Et tu ne te rends pas compte avec un écran noir qu'en face, personne ne comprend ce que tu es en train de dire parce que tu ne sais pas. Donc, ça peut en plus entraîner des incompréhensions majeures dans une négo. Tout à fait. Je repense à une négo qu'on a faite avec une collaboratrice, et on était évidemment plusieurs, et des négos qui ont duré jusqu'à 4 heures du matin. Quand on est chez soi jusqu'à 4 heures du matin face à un écran avec plein de parties qui sont noires, je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué de rester éveillé, concentré et de suivre les choses dans ces conditions que d'être dans une salle de réunion comme on a pu le faire habituellement dans le passé. Alors certes, c'est tout aussi dur de rester éveillé toute une nuit à faire une négo, mais on a nos amandes et puis nos chocolats pour avoir le sucre et rester éveillé. Et puis on se soutient. Mais alors là, quand on est seul chez soi, c'est beaucoup plus compliqué. Un cauchemar en communication, le fait de ne pas avoir d'interaction comme ça les uns avec les autres, c'est un véritable cauchemar quand même. Complètement. Et vous ne vous connaissiez pas ou vous vous connaissez là dans ce que tu décris? Alors ça, c'est tout l'aspect aussi très compliqué de ces négociations, c'est que pour certains deals, on peut arriver à ne jamais rencontrer les personnes en vrai. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes que je n'ai jamais rencontrées. C'est terrible, terrible. Et on parle de combien de personnes au total, du coup, Anne-Sophie, tu dis beaucoup de personnes, mais c'est combien de personnes autour? Alors, non pas de la table, mais... Sur un deal, on peut, alors bien évidemment pas
sur une réunion Teams, on va pas être 50, mais on peut facile être 15. C'est Mais énorme. sur un deal, puisqu'on va multiplier en fait toutes ces réunions, hein, parce qu'il va y avoir la partie financement, la partie juridique, etc., etc. Donc au total, on peut avoir très vite 70 personnes avec qui on va interférer sur différents sujets en réunion Teams sans jamais se rencontrer. Et ni les équipes, d'habitude, on arrive à mixer en fait ces équipes dans des salles de réunion au moins. Là, on n'arrive jamais on ne peut pas rassembler 50 personnes autour d'une réunion Teams. Donc, on fait comme on peut. Ok. Tu nous parlais aussi des pouvoirs, du coup, qui sont un petit peu différents dans le cadre de Teams. Oui, alors après, donc, quand on est... une fois qu'on a fini cette négociation qui prend un temps infini, qui est beaucoup plus long, enfin, cette négociation est très, très lente, à mon goût, hein, c'est mon expérience, on en arrive effectivement au jour du closing. Et donc là, jour du closing, d'habitude, on a cette adrénaline, on a voilà, tout le monde se retrouve. En général, ça se passe... dans un cabinet d'avocats, on a pourquoi pas les banques, les financiers, etc. On a les équipes juridiques, on a les avocats, les conseils, etc. Enfin, on se retrouve très vite à occuper plusieurs salles avec très nombreuses personnes. Et quand vous faites un deal à distance, eh bien, en fait, vous êtes, encore une fois, vous êtes 3-4 à distance et vous regardez tout cela, en fait, comme si vous étiez avec des jumelles, vous regardez ce qui se passe chez le cabinet d'avocats qui fait, lui, le deal, sans vous, puisque vous n'avez pas pu vous y rendre. Et vous regardez les choses, donc vous croisez les doigts pour que les signatures des documents se déroulent dans le bon ordre. Vous avez beaucoup, beaucoup plus de pouvoir à faire signer aussi parce que personne ne peut se déplacer, donc il y a une masse de documents beaucoup plus importante. Et donc, vous vous retrouvez à regarder en fait ces avocats, ces financiers travailler comme on a l'habitude de faire habituellement dans un cabinet, mais là, vous les regardez à distance. Donc, il n'y a même plus le côté, on sort le champagne, on fait la fête, tu sors ta petite bouteille de champagne de ton frigo toute seule devant ton écran. Enfin... Non, alors là, tu oublies, enfin, tu vas pas boire ta petite coupe de champagne à la fin, au moment de la signature, tout seul devant ton ordinateur. Donc, c'est vrai que c'est assez curieux, en fait. T'as pas l'impression d'avoir signé. Mais dis-moi, pendant la négociation du deal, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de SPA, mais j'ai fait beaucoup de deals. Et c'est vrai que souvent, un truc qui fonctionnait super bien en négociation, c'était de projeter à l'écran enfin, tu vois, le language. Et puis, bah, tu as les avocats ou les juristes qui échangent en live et qui essaient de trouver, paragraphe par paragraphe, un wording qui fonctionne à tout le monde. Mais alors là, du coup, c'est quoi? C'est des redlines à l'infini ou vous travaillez sur Google Doc et vous le faites en live, tout le monde sur le même doc? Comment ça se passe, cette négociation des clauses concrètement à distance? Alors ça, on l'a fait aussi. On a fait plusieurs modèles. On a essayé des échanges. Alors, tu te fais des blocs, tu fais des échanges sur une thématique précise que tu circularises comme ça. Mais ça marche pas très, très bien. Donc, on en était arrivé pareil à ce que tu dis. C'est-à-dire tu projettes ton SPA et tout le monde y va de son petit commentaire en live, à distance, sans se couper la parole, en levant bien la main. Donc, c'est très processé et c'est très, très lent aussi. Et donc là, tu vois plus du tout les gens, puisque tu vois, Parce qu'il y a le texte. Ben ouais, tu es sur le texte, donc tu vois plus les personnes. Tu n'as plus du tout aucune interaction avec les personnes qui sont autour de la table, j'ai envie de dire. Tu vois pas leur réaction quand tu parles, puisque tu as le texte. Donc, c'est encore plus compliqué, là encore, de voir ou de déceler une quelconque information chez ton contradicteur face à toi.
Tu sens beaucoup moins les choses. Voilà. Pardon, Audrey. Non, je t'en prie. Tu as commencé à nous donner quelques tips pour le coup. Est-ce que tu en as d'autres, justement, toi qui as connu le M&A en présentiel, ce qui est normalement, ce qui se fait classiquement, et le M&A à distance, pour justement mener à bien une opération, un deal de M&A du coup à distance, qu'est-ce que tu préconises? Alors, bon, c'est pas les deals préférés, hein. Je pense qu'on a tous envie de se retrouver. Non, ce que je préconise, c'est surtout d'avoir une feuille de route très clairement établie dès le début. Pourquoi? Parce que, en fait, vu qu'on ne sent rien, vu que tout prend un temps infini, si on doit dévier de cette feuille de route, à chaque fois, ça va être beaucoup plus lent, en fait. À chaque fois qu'on va vouloir prendre une direction, ça va être beaucoup, beaucoup plus lent. Donc, avoir une feuille de route clairement établie et revisitée de manière périodique, je pense que ça, c'est vraiment hyper important, que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Voilà, on est beaucoup plus dans le process quand on est à distance. Non pas qu'en M&A on ne soit pas processé, on est déjà très processé à la base, mais là j'ai envie de dire en interne on est encore plus dans le process. Voilà, c'est peut-être plus la vision interne que je mets en avant ici. Parce que bon, en général, voilà, les avocats sont très processés, on sait exactement qui doit faire quoi. Mais en interne, j'ai envie de dire, il faut être un peu plus voilà, il faut avoir une vraie feuille de route clairement établie de manière à ne pas en dévier. Ok, merci. Et qu'est-ce qui a changé depuis le retour en présentiel? Maintenant, on est de retour en présentiel. Est-ce que vous avez gardé certains trucs? Est-ce que, au contraire, ça malheureusement, c'est resté? Où est-ce qu'on en est là? Bon, on est tous surchargés de réunions Teams, donc on est resté un peu sur quand même ce schéma-là. On a gardé en fait cette phase négociation, call, où on fait encore tout un peu à distance. Ce qui a des côtés quand même assez pratiques, hein, faire un voyage systématiquement pour aller négocier des parties de SPA ou autre, ça peut aussi nous prendre beaucoup de temps. Voilà, on considère aussi que c'est un avantage, hein, de ne pas devoir circuler. Mais de plus en plus, on revient quand même au présentiel pour les réunions les plus importantes. On revient quand même, on essaye de revenir sur du présentiel. C'est quand même beaucoup plus simple. Dans toutes les parties du monde, du coup, ça est revenu en présentiel, justement? On essaye, j'ai envie de dire, oui, on essaye de circuler dans la mesure du possible, on essaye de se rendre sur place et de faire nos négos en visu. Et Anne-Sophie, de ce que tu vois, avant que je crois qu'il y a après une dernière question, mais de ce que tu vois de ton point de vue, et effectivement, c'est uniquement ton point de vue, c'est plutôt à quel niveau ça bloque de se retrouver en présentiel après tout ça? Est-ce que c'est plutôt les juristes des parties de l'autre côté? Est-ce que c'est plutôt les banquiers? Est-ce que c'est plutôt ou c'est tout le monde? Ou est-ce que c'est les avocats? Ou est-ce qu'il y a un groupe? Parce que, je sais pas, moi j'ai l'impression que les juristes, on aime bien le présentiel. C'est un truc, moi je suis totalement d'accord avec toi que de voir les visages, les machins, enfin de sentir les vibes. Donc est-ce que c'est simplement ça dépend des personnes, on peut pas mettre vraiment dans des catégories les uns ou les autres en fait, ou est-ce que ça dépend vraiment des uns et des autres? Ouais, j'ai pas identifié un groupe de personnes qui refuseraient de... Non, je pense que on s'est tous laissés attrapés par cette méthode de travail et Ouais, c'est ça. finalement on en est à faire des visios presque tout le temps sur beaucoup d'autres sujets que le M&A. Et donc, le M&A est un sujet parmi les autres. Donc, on fait nos réunions à distance de manière classique. Voilà.
Ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que la réunion, le préparatoire, etc. Mais la négo, franchement, la négo, c'est un truc, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime voir les gens, j'aime voir le body language, j'aime sentir les choses. C'est tellement intuitif personnel, une négo, je trouve, que tout le préparatoire, fine. Mais bon, bref, c'est… Lindia, excuse-moi, je n'arrêterai pas de te couper, je sais que c'est à toi. Non, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me choque le plus dans ce que tu nous racontes, Anne-Sophie, c'est l'histoire des caméras éteintes. Moi, je me dis, alors oui, le monde a changé, oui, on travaille différemment et il faut s'adapter, bien sûr, et on le fait depuis quelques années maintenant. Mais caméras allumées, enfin, je travaille avec plein de sociétés où ils font pas mal de visio, bien sûr, mais caméras allumées. Là, ce que je trouve très frustrant dans ce que tu nous racontes, c'est la caméra éteinte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interaction, il n'y a aucun lien, il n'y a pas de communication. Voilà, et ça, c'est… Je ne sais pas comment on fait pour gagner un deal dans ces conditions. En fait, on aimerait avoir ta recette, Anne-Sophie. Comment on fait? Alors, je te rassure, en général, les personnes qui ont les caméras éteintes, ce ne sont quand même pas ce que moi j'appelle les principals. Ah. Mais oui, on a souvent des personnes qui sont en caméra éteinte. Alors, pourquoi? Évidemment, lorsqu'on ne leur pose pas la question, on ne les force pas à allumer la caméra. Mais ça, moi, je me suis dit que c'était peut-être parce que ces personnes n'ont pas, je ne sais pas, sont dans un habitat peut-être qui ne convient pas à la visio, et encore avec les fonds d'écran maintenant. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que là, vous ne savez pas où je suis. Ah, vraiment, tu es hyper sympa avec eux. Ouais. Il n'y a plus d'excuses. Je peux te dire que si c'est Pierre Landy, directeur juridique, tout le monde a les caméras allumées. Hein. Ça, c'est ce que j'allais te dire. Tu vois, c'est pas comme si on peut pas changer les fonds d'écran. Je suis en train, là encore, vous n'êtes pas en direct, mais c'est pas comme si on ne peut pas s'amuser à changer les fonds d'écran comme on veut. Non, mais voilà. Certaines personnes travaillent en écran noir. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas se laisser faire, Anne-Sophie. Non, mais je pense qu'en fait, ils sont en robe de chambre et ils sont en train d'écouter en train de regarder Netflix et ils écoutent distraitement et voilà. Non, ça doit être effectivement très, très dur. Donc, bravo Anne-Sophie. Tu n'as pas fait 200 deals avec des écrans noirs, je me doute, mais bravo quand même dans ces conditions de faire de tels deals. Juste avant la dernière question, je crois que tu as Lindia. J'avais juste envie de vous partager, moi, l'excuse la plus surprenante que j'ai eue face à un écran noir. C'est un client qui n'a pas allumé sa caméra parce qu'il était, selon lui, trop bronzé. C'est véridique. Et voilà. Ne m'en remet toujours pas, du coup. Donc voilà, si vous voulez absolument vous partager ça, il n'y a pas si longtemps que ça, du coup. Voilà. On pourrait faire une chronique sur les choses les plus absurdes qu'on puisse entendre en visio. Exactement. Mais Lindia, je te laisse la parole. Je crois que tu avais une question pour Anne-Sophie. Oui, alors Anne-Sophie, on espère, on te le souhaite en tout cas, reprendre l'avion et aller voir tes équipes à nouveau en Asie ou ailleurs. En tout cas, être vraiment dans le lien avec tes équipes. Qu'est-ce que tu souhaiterais là, justement, maintenant, si tu pouvais faire bouger les choses pour la suite? Bon, je vais un peu redire tout le… Voilà, l'idée pour moi, c'est quand même de faire des négociations en présentiel, de reprendre l'avion, de rencontrer les personnes, que ce soit nos équipes, parce que je pense que quand on prépare un deal, il est important de bien négocier, enfin bien définir les contours du deal avec nos équipes en amont, donc les rencontrer. Et puis, dans la phase négociation, évidemment, le plus possible, bon, je sais que c'est bien pratique quand même, la visio, faut se le dire, mais voilà, sur les étapes importantes et cruciales, je pense qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne réunion en présentiel. Oui. On te le souhaite, tu vas apprécier, Anne-Sophie, les prochaines prochaines coupes de champagne quand tu auras réussi. Et bien sûr, le champagne, j'avais oublié. Oui, très important, enfin. Merci beaucoup, Anne-Sophie. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions à Anne-Sophie. Anne-Sophie y répondra en fin d'émission. Et tout de suite, on va passer à la chronique de Monsieur Pierre Landy. Jingle.
Alors, si vous ne le savez pas encore, effectivement, nous avons des jingles dans Legal Club Sandwich dont nous sommes excessivement fiers. Voilà, ça fait partie de notre marque de fabrique. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de intelligence artificielle et leadership et notamment, vous avez tous certainement déjà essayé l'application ChatGPT. Alors, pour leur mémoire, ChatGPT, c'est un modèle de langage développé par OpenAI, qui est donc une société américaine qui peut générer du texte de manière autonome en fonction de l'entrée qu'il reçoit de la part de l'utilisateur. Ça peut sembler de la science-fiction, mais c'est une réalité qui a des implications très réelles pour les leaders et pour leur capacité à diriger leurs équipes. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si l'IA va marquer la fin du leadership, si tout va dorénavant être géré par les machines. À mon sens, la réponse est plus nuancée que cela. Alors, dans le côté positif, l'intelligence artificielle, clairement, elle peut aider les leaders à mieux comprendre leur marché, leur industrie. C'est-à-dire que grâce à l'IA, on peut collecter des informations sur des sujets spécifiques comme les tendances du marché, les besoins des clients, les nouvelles technologies. Et les leaders peuvent utiliser toutes ces précieuses informations pour prendre des meilleures décisions et mieux comprendre leur marché. Par exemple, il y a une annonce récemment que la société de biotechnologie Moderna a annoncé justement une alliance avec IBM pour utiliser l'intelligence artificielle pour avancer dans ses recherches médicales. Donc, on voit là tout de suite des applications très concrètes de ce qui peut être fait. Et puis, l'intelligence artificielle, deuxième point, peut aider les leaders à mieux communiquer avec leurs équipes et surtout aider les équipes à mieux communiquer tout court. On peut du coup imaginer que l'intelligence artificielle va donner des conseils aux leaders sur la façon de rédiger leurs emails, leurs rapports, leurs présentations. Et compte tenu du manque de communication souvent observé chez de nombreux leaders, on ne peut qu'applaudir de telles améliorations. De la même manière, on peut aisément imaginer qu'une société fasse appel de manière massive dans un avenir proche à l'intelligence artificielle pour que ses employés communiquent eux aussi à l'intérieur de la société de manière plus efficace avec leurs clients ou en interne, par exemple, pour trouver les bons mots dans leur communication, pour exprimer leurs pensées, ou même pour communiquer de manière plus claire et concise. Et là, moi, je vote pour, en ce qui me concerne, car j'ai tendance à écrire des romans fleuves dans mes emails. Et donc là, si une intelligence artificielle peut me résumer ma pensée beaucoup plus rapidement, je dis go, go, go. Et puis, sans parler de ceux d'entre nous qui envoient des emails avec des fautes de frappe embarrassantes qui font que les yeux de Audrey saignent, j'en fais aussi partie. Voilà, grâce à ça, on peut s'imaginer que ça va devenir un puissant allié. Troisième point positif, l'intelligence artificielle peut aussi aider les leaders à gérer les problèmes qu'ils ont de manière plus efficace. Alors, un exemple que vous connaissez certainement tous, c'est Amazon qui utilise l'intelligence artificielle pour savoir ce dont vous avez besoin avant même que vous ne songiez à l'acheter. Et cela, pour ce faire, ils utilisent un outil qui s'appelle l'analyse prédictive. Et grâce aux nombreuses données qu'ils recueillent sur les habitudes d'achat de chaque personne et les données qu'ils sont en mesure d'avoir, ils recommandent des articles à leurs clients et à prédire ce dont vous avez besoin avant même que vous n'en ayez besoin. C'est ma carte American Express en fait le frais régulièrement et souffre terriblement de cette analyse prédictive, mais ça fait partie du jeu. Enfin, dernier point que je vois positif pour l'intelligence artificielle, c'est qu'elle peut aider les leaders à améliorer leur planification stratégique. Par exemple, il y a IBM qui utilise l'intelligence artificielle pour obtenir des informations sur les tendances de l'industrie, les meilleures pratiques de gestion de projet. Et ça permet donc à tous les leaders d'IBM de planifier leur stratégie de manière beaucoup plus efficace. Et c'est pas récent qu'IBM utilise l'intelligence artificielle. Il y a d'abord l'ordinateur Deep Blue, il y a 20 ans, qui a battu le champion d'échecs de l'époque, et encore plus récemment, leur super ordinateur Watson, qui a remporté le jeu télévisé Jeopardy contre des humains. Donc là encore, on peut voir tout ce que ça peut faire. Donc pour moi, c'est vraiment un outil précieux pour les leaders. Ça leur permet de communiquer efficacement, gérer les problèmes, planifier leur stratégie, obtenir des informations. Mais vous me voyez venir, ça ne peut pas remplacer les compétences de leadership humaine fondamentales telles que l'empathie, la communication interpersonnelle ou encore la prise de décision. Alors, on va les regarder rapidement, ces points-là. D'abord, un leader, ça se doit, je le répète suffisamment depuis 6 saisons, être en mesure de comprendre les sentiments et les besoins de son équipe pour établir des relations de confiance,
motiver leurs équipes à atteindre leurs objectifs. Donc, il faut utiliser des trucs comme l'écoute active, l'empathie, la communication interpersonnelle. On a parlé de tout ça. Vous regardez les 52 épisodes qu'on a déjà eus et vous retrouverez tous nos trucs et astuces là-dessus. Mais voilà, imaginons un instant qu'une société mette en place une intelligence artificielle pour surveiller l'humeur des employés en analysant les données de leurs emails et les messages instantanés. Et alors là, ça serait le but, ça serait d'identifier un employé qui n'est pas bien et qui a besoin de soutien parce que soudainement, on a vu ce qui se passait dans ses emails. Bon, ben là, évidemment, on se rend compte qu'on pourrait avoir tout le département RH qui passe en mode panique complètement à tort alors que l'employé plaisantait dans son email. Donc, on revient aux bons vieux entretiens individuels avec les managers, les déjeuners d'équipe, les moments à la machine à café, les skip level, tout ça, il faut sonder en temps réel le temps d'une équipe. Je vais aller assez vite parce que je sais que je suis à 5 minutes 30 déjà, donc je le sais. Je vais juste ajouter 2 choses. Ça ne remplace pas l'expertise humaine. Voilà, on sait que si vous mettez en place de l'intelligence artificielle pour gérer le patrimoine, si vous êtes dans une banque de vos clients, eh bien, il y a quand même des aspects extrêmement subjectifs. Quel est le niveau de risque est prêt à prendre la personne que vous conseillez, etc. Donc, la consultation humaine, je ne parle pas des avocats, je ne rentre même pas dans ce débat-là, même si ChatGPT vous sort des contrats en 2 secondes. Et enfin, dernier point, pour moi, ça ne remplace pas la décision humaine. On pourrait là encore imaginer une super intelligence artificielle qui décide comment on va gérer les vendeurs dans un grand magasin et où est-ce qu'on va les mettre en analysant le chiffre d'affaires de chaque rayon et en prenant 0 autre information. Or, si vous avez moi qui vends au rayon livre Disney les bouquins et que vous me mettez au rayon sport, vous allez clairement perdre du chiffre d'affaires parce que vous n'aurez pas pris en compte toutes les qualités humaines et les possibilités de chaque personne. Donc, on voit bien qu'il faut combiner l'intelligence artificielle avec les compétences et l'expérience de vos employés. Les leaders de demain vont apprendre à devoir travailler avec l'intelligence artificielle. La théorie de ça s'en va. Non, c'est là et c'est là pour rester. Donc, il faut l'appréhender, l'utiliser ce pourquoi c'est bon, mais bien évidemment, ne pas perdre jamais que rien ne vous remplacera en tant que leader. Je vais terminer là-dessus et je passe la parole à Lyndia. Merci beaucoup. Merci Pierre pour cette chronique. Vous avez le droit également de poser des questions à Pierre. N'hésitez pas, il adore répondre aux questions. Et tout de suite, on va poursuivre avec la chronique d'Audrey. Jingle. 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 Get the fever. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler donc de fidélisation et d'attractivité des collaborateurs au sein des directions juridiques. Et ça peut concerner évidemment d'autres profils et d'autres secteurs. 81% des directeurs juridiques disent ne pas avoir mis en place de politique de fidélisation. Pourtant, dans les faits, les managers ont développé de nombreuses actions pour leurs équipes. Et de leur côté, les juristes sont motivés par bien plus qu'un salaire, comme vous le savez tous. Il y a un véritable changement de paradigme, j'adore ce mot, donc je suis très contente de l'avoir mis dans cette chronique, de la vision du travail, accentuée depuis la crise sanitaire. Et je vous recommande à ce titre tous les articles de la philosophe du travail, Julia de Funès, qui sont passionnants. Et alors, depuis toujours, il y a une vraie importance du savoir-faire, c'est-à-dire des compétences techniques. Depuis une dizaine d'années, le savoir-être a pris de plus en plus d'ampleur, comme on le sait tous, et on ne recrute donc pas seulement sur les compétences techniques, sur les hard skills, comme on aime à parler avec cet anglicisme. La personnalité et la vision du candidat sont également prises en compte. Depuis la crise sanitaire, et surtout depuis que le marché s'est réactivé, dès septembre 2020, est apparu un 3e paramètre, l'organisation du travail. Avant, on n'en parlait pas, c'était même un peu tabou. Moi-même, je recommandais à mes candidats de ne jamais parler de télétravail avant de recevoir une offre. Je leur ai dit surtout pas, ne faites pas ça, ça va vous porter préjudice. Aujourd'hui, on en parle systématiquement. Et les candidats osent davantage en parler. Donc, certains donnent parfois un no-go direct quand je leur parle d'un poste. Il n'y a pas de télétravail. Ils me disent « Ah non, non, ça ne va pas m'intéresser » et ils n'ont aucun état d'âme à me le dire. D'un côté, certains veulent du 100% remote. Certains vont même se diriger vers des startups justement pour être certains d'avoir une véritable flexibilité. A contrario, lorsque j'ai eu à rechercher un General Counsel en 100% remote, beaucoup m'ont dit non, parce que ça leur faisait un petit peu peur. Donc, tous les juristes n'ont pas les mêmes exigences, même s'il y a une volonté de télétravail, mais pas forcément à 100%. Maintenant, côté entreprise, le sujet est toujours abordé lors des briefings de postes que je réalise avec mes clients. Donc, même chose que pour les candidats, les entreprises n'ont pas toutes les mêmes
mise en place de télétravail. Certaines proposent le 100% remote, comme je le disais un petit peu plus tôt. D'autres ont un accord de télétravail de 2 à 3 jours hebdomadaires et communiquent dessus. Ça fait partie de leur marque employeur. D'autres n'ont pas de télétravail du tout et le revendiquent. Voilà, il est important pour elles d'avoir des équipes sur place qui communiquent entre elles en présentiel, surtout durant la période d'essai. Donc, il y a un véritable décalage entre ce que veulent les juristes d'un côté et la vision de l'entreprise et ce qu'ils ont à proposer. Je vous donne l'exemple d'un client parisien, Paris Intramuros, je précise, qui est une véritable nuance, surtout aujourd'hui. Quand on passe le périph', on n'est plus dans la même dimension. Voilà, donc cette société-là, elle propose des rémunérations en dessous du marché, avec une petite équipe juridique. Il n'y a pas beaucoup de perspectives d'évolution et il n'y a pas de télétravail. Et là, je peux vous assurer que ça a beau être Paris Intramuros, ça devient très compliqué de travailler et de recruter pour eux, même si je les trouve très sympathiques au demeurant. Autre chiffre que je voulais vous partager aujourd'hui, 72% des juristes sont fidèles à leur entreprise pour des raisons d'équilibre vie pro, vie perso, contre 47% en 2017. Tous ces chiffres, c'est dans l'étude qu'on a réalisée avec Fed Legal qu'on vous va partager dans le chat. Donc l'organisation du travail, c'est un vrai sujet. Cependant, les juristes ne veulent pas que du télétravail. Ils sont 81% à vouloir aussi travailler sur des sujets beaucoup plus larges que leur matière de prédilection. Donc, les juristes ne souhaitent plus seulement évoluer en tant que manager, ils souhaitent aussi évoluer en termes de périmètre pour le coup, et d'ailleurs, ils n'ont pas forcément la place d'évoluer en tant que manager. Donc, la montée en compétences, elle passe aussi par la participation à des projets transverses, la digitalisation de la direction juridique et de ses process, ou encore par l'accompagnement de nouvelles activités. Donc, c'est une volonté croissante des juristes, moi je le vois au quotidien avec ceux que je rencontre, d'élargir leur périmètre d'intervention. Et une majorité des directeurs juridiques l'ont bien compris. Comme ils n'ont pas forcément les moyens de tous les augmenter au niveau salaire, les directeurs juridiques vont leur proposer de travailler sur des sujets un petit peu différents, beaucoup plus larges, et c'est ce qui peut motiver au quotidien des juristes. Donc, il faut savoir créer des opportunités d'un côté comme de l'autre, et côté candidat et côté client. Donc, la fidélisation et l'attractivité des juristes, c'est un véritable enjeu, et ça pour tous les directeurs juridiques et directrices, et j'imagine pour toi aussi Anne-Sophie, c'est un véritable enjeu, soit pour fidéliser les juristes en place, soit pour attirer du coup les juristes. Et comme ils ne souhaitent pas tous la même chose, il va falloir creuser encore plus leur motivation, soit lors des entretiens annuels ou lors des entretiens d'embauche. Et ça, comme tu parlais des entretiens annuels, Pierre, ce n'est pas ChatGPT qui va aller creuser ces motivations-là. Et donc, car comme toujours, c'est une rencontre entre ce que l'entreprise et le directeur juridique ou la directrice juridique a à proposer, quel est le projet, et ce que souhaite un juriste. Et ça, qu'il soit déjà en poste ou qu'il veuille en changer. À toi, Linda. Merci beaucoup Audrey. Formidable ces chroniques, on apprend toujours plein de choses, c'est plein de tips, on adore ça. Une dernière question peut-être pour Anne-Sophie. Ton prochain voyage, Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous partager? Ton prochain voyage en Asie, c'est où? C'est quand? C'est pas fixé encore. Bon, ça va venir, rassure-nous. Oui. Bon, super. Audrey, On se cache dans tes valises avec grand plaisir, en tout cas. Oui, mais j'ai une question à te poser, Anne-Sophie. On a parlé de tout ce qui était plus positif avec le présentiel. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu ne regrettes pas du présentiel et que tu as aimé trouver grâce aux deals et aux négociations justement par Teams ou autre plateforme de visio, bien sûr? Oui. Oui, non, mais c'est un côté très pratique de rester derrière son écran pour valider une première phase de négo, par exemple, ou une thématique particulière sans grande importance. On gagne aussi, peut-être, on gagne quand même du temps à travailler de la sorte. En tout cas, sur une journée, voilà, vu nos fonctions, on ne fait pas que du M&A. Enfin, moi, en l'occurrence, je fais plein d'autres choses. Et c'est vrai que sur l'ensemble, je gagne du temps à travailler ainsi dorénavant, clairement. Et est-ce que tu aurais une anecdote que tu aimerais nous partager, si on est entre nous, bien sûr, mais quelque chose du coup de croustillant ou pas que tu aimerais nous partager sans citer de nom qui s'est passé lors d'une négociation en visio? Là, comme ça, Audrey. Oui, je n'ai pas posé la question en amont. Cette question n'était pas préparée. Non. Non,
si, le côté, bon, ça, je pense qu'on l'a tous vécu, hein, la personne qui arrive, qui pense qu'elle a éteint sa caméra et qui arrive torse nu, Ah oui, alors que c'est, voilà. ah oui, quand Ah, même. ça, c'est un grand classique. Tu en avais raconté plein, Audrey, toi. Oui, mais j'ai pas eu la personne torse nu, du coup. Hein. Ah, J'ai torse eu nu, des c'est pas mal. chats, j'ai eu, Torse je sais nu. pas. Avec le décalage horaire, les choses Oui. comme ça, on en arrive à ce genre de... Voilà. Il y a une vidéo à faire. Hein. Il y a une vidéo, Pierre, à faire. Il faut qu'on s'y mette là sur tous les trucs. Sur toutes les, de Zoom. sur tout ce genre de bourde. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans 15 jours, Audrey? Dans 15 jours, déjà, ce ne sera pas le mardi, ce sera exceptionnellement le mercredi 17 mai. Donc, attention aux fidèles du mardi. Exceptionnellement, on sera présent le mercredi, juste avant le week-end de l'Ascension, pour vous passer un super week-end. On a déjà prévu le jour d'avant. On reçoit Philippe Andro, qui a été directeur juridique, par exemple, chez Technicolor et ensuite chez Suez. Et on vous dévoilera très, très vite le sujet. Vous allez voir, c'est quelqu'un de passionnant. Donc, j'ai hâte de vous retrouver aussi dans 15 jours. Donc, non pas 2 semaines, mais 15 jours. Voilà, précisément. Merci Anne-Sophie pour avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci Audrey, merci Pierre pour ces chroniques. Un petit mot de la fin, Anne-Sophie? Non, mais je tenais à vous remercier à tous les trois. C'était très sympathique et hâte de vous revoir en vrai. Grand plaisir. Absolument. On fera une vraie Tu as remarqué fête. qu'on avait tous allumé notre caméra. Hein. On était. Et un jour, avec Eagle Club Sandwich, on fera une vraie fête avec tous nos invités en présentiel. Hein, Audrey? Ça, c'est un bel événement. Avec grand plaisir. On s'organise ça pour idée. 2024? Très bonne idée. Ouais. Excellente idée, on vote pour. Merci, Bon, eh bien, on Sophie, de vous nous dit avoir tous à lancé. bientôt de nous avoir suivis. Et du coup, cette fois-ci, hop, je parle pour arriver sur le bouton jingle de fin. Je meuble. Je vais devenir expert de meuble. Appelez-moi Mobalpa. Bon, allez, au revoir. À dans 15 jours. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. See the money won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like leaving you.